Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec votre famille et vos amis pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Si vous êtes sur Spotify, laissez un 5 étoiles et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, ça aide vraiment le podcast à grandir. L'invité de cet épisode a d'abord fait sa marque sur les terrains de volleyball, autant à l'intérieur que dans le sable. Aujourd'hui, nutritionniste et kinésiologue, elle est aussi la fondatrice de Club Beach Perfo, un club qui vise à faire grandir la communauté de volleyball de plage au Saguenay et à aider les jeunes comme les adultes à développer leur plein potentiel dans le plaisir comme dans l'excellence. On discute de son parcours d'athlète, de son chemin de vie rempli d'obstacles et de la création de Club Beach Perfo. Veuillez accueillir Andrea Maximovic. Andrea, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Tu es une athlète qui a eu quand même une belle carrière en volleyball, autant en volleyball à l'intérieur qu'au beach. Laquelle de tes carrières tu es la plus fière? Oh, c'est difficile comme question, ça. J'ai le goût de dire qu'en termes de performance, je suis plus fière de ma carrière de beach. Par contre, ma carrière de volleyball intérieur m'a amené énormément de résilience également. Étant un sport plus d'équipe que le beach, on en reviendra, là. Mais pour moi, c'était un rêve de jouer au volleyball universitaire en première division. Puis, c'était pas quelque chose nécessairement que je croyais atteignable jusqu'à un certain niveau. Puis, quand j'ai réussi à y accéder, là, c'était un accomplissement assez majeur là, pour moi. Là. Comment ça, tu pensais pas être capable d'atteindre ce niveau-là? Ouais. Donc, mon contexte, c'est que j'ai pas joué au volleyball collégial en deuxième division. Puis je jouais comme attaquante. OK. Je suis 5'5", donc c'est ça. Puis quand je me suis essayée pour jouer comme attaquante à l'université, disons que c'était un peu difficile à cette grandeur-là, là, malgré mes capacités. Donc, j'ai pas été prise. Puis j'ai dû travailler très, très fort les 2 années après, mes 2 premières années à l'université. J'ai travaillé très fort au volleyball de plage pour me développer comme une meilleure athlète. Puis une opportunité à un certain point qui s'est offerte à moi de peut-être jouer comme libéraux au genre de l'Université Laval. Donc, quand l'opportunité a passé, je l'ai prise. Puis comment, sur le coup, comment t'as pris ça de « Hey, mon rêve de jouer D1 irait pas dans la même vision que j'avais initialement? » Je suis pas certaine de comprendre. Initialement, tu voulais jouer D1 comme attaquante. Oui. Puis finalement, on te dit tu pourrais jouer D1, mais à une autre position. Ouais. Comment tu as pris ça sur le coup? Honnêtement, j'ai pris ça de façon extrêmement positive parce que la réflexion était même pas par rapport au fait que ma position allait changer. Pour vrai, sur le coup, c'était tellement un rêve profond de jouer au niveau le plus élevé qu'on a accès, je te dirais, au Canada de façon un peu plus facile. Donc, peu importe, on me donnait quelle position. Là, je me rappelle, je me répétais dans ma tête, si je suis porteuse d'eau, je m'en fous, je vais être contente. Donc, pour moi, honnêtement, même si on me mettait dans une autre position puis que j'attaquais plus, c'était pas du tout un enjeu. C'était vraiment d'accéder au niveau de la D1 universitaire, de vivre cette expérience-là. Donc, je l'ai quand même vraiment bien pris. C'était même pas tant un questionnement, je vais t'avouer. Puis aujourd'hui, avec le recul, t'es contente d'avoir pris cette décision-là de jouer libéraux? Je suis 100% contente. D'une certaine façon aussi, je suis encore active sur les circuits de volleyball de plage. Donc, ça m'a quand même amené beaucoup de capacités au niveau de la défensive, étant ma position là, en volleyball de plage. Donc, c'était un plus-value aussi pour la suite de mon parcours sportif. Puis, comment t'es arrivé au volleyball? T'as-tu commencé jeune ou tu faisais d'autres sports? J'ai toujours été quelqu'un de nature très sportive. Là. Tes parents me le disent. Mes parents te le diraient. Je bougeais sans arrêt, donc ça, c'était assez inné en moi. Puis j'ai découvert le volleyball au secondaire. Donc, je suis allée à l'école secondaire Jean de Brébeuf. Puis ça, c'est une concentration sportive. Donc, c'est pas un sport-études. C'est pas des après-midi complets où est-ce qu'on fait le sport. C'est plusieurs périodes dans la semaine où est-ce qu'on fait la moitié du temps du volley, l'autre moitié du temps de l'athlétisme. Donc, j'ai vraiment été introduite à ces 2 sports-là en même temps.
Puis j'ai vraiment adoré les deux sports. L'athlétisme, je remarque à quel point c'est important pour développer des capacités physiques. C'est quand même assez fou, là. Puis c'est à ce moment-là que justement j'ai découvert le volleyball, puis j'ai vraiment eu la piqûre, là. C'est un petit peu plus, je te dirais, ludique qu'un sport individuel, puis je pense que ça m'a beaucoup accroché. Donc c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le volley, puis depuis que j'ai commencé, là, je n'ai plus arrêté encore à ce jour. Pendant l'athlétisme, tu faisais de la track? Oui, exactement. C'était très varié, en fait. Là, au début, on était obligé de participer au cross-country. Je pense que c'est quand même assez courant là, au niveau du secondaire. Sauf que, outre ça, on avait des compétitions puis des pratiques obligatoires. Moi, je me suis dirigée assez rapidement vers le courte piste, mais aussi des sports un peu plus de puissance, comme par exemple le saut en hauteur, le saut en longueur, puis le sprint. Fait que j'étais assez variée là, dans mes disciplines. Puis c'est quand qu'est venu ton choix à prendre pour athlétisme versus volleyball? Bien, comme on faisait les deux au secondaire, c'était pas nécessairement un choix que j'avais à faire. C'était juste, on fait les deux si Okay. c'est ça. C'est obligatoire là, dans le contexte de la concentration. Par contre, assez rapidement, après 2 ans, je te dirais, au secondaire, j'ai réalisé que le volleyball me passionne beaucoup plus que l'athlétisme. J'avais eu des opportunités également en athlétisme pour continuer avec le club là, au niveau du Rouge et Or. Là, quand j'étais plus jeune, là, ils recrutent souvent juste pour voir un peu ça ressemble à quoi. Mais quand j'ai vu à quel point j'adorais le volleyball, je m'étais dit, bon, non, je pense qu'une fois que le secondaire va être terminé, c'est sûr que je vais continuer au volleyball. Donc, vers la fin de mes années secondaires, même si je faisais encore les deux, mon choix s'était tourné vers le volley. Donc, rendu au cégep, je me suis pas attardée à un cégep qui donne l'option athlétisme. Là, je voulais vraiment jouer au volleyball. Fait que t'es allé à Garneau? Non! Même pas? Ça aurait été le choix logique. J'ai eu, je te dirais, un gros accident qui a quand même mis un petit frein là, à ma progression au niveau du secondaire. Puis ça m'a fait tourner vers le cégep Limoilou en division 2. Ouais. T'es-tu à l'aise de parler de ton accident? 100%. Oui, Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai une voiture qui m'a rentré dedans. J'étais un piéton, en fait, puis j'étais en secondaire 3. J'avais 15-16 ans dans ce coin-là. Puis, c'est ça, une voiture m'a foncé dedans. Donc, j'ai eu quand même des fractures assez sévères et multiples. J'ai eu une fracture multiple du bassin, en fait. Mes 2 hanches étaient disloquées. C'était assez traumatique là, comme événement. Puis, j'ai été un bon 2 semaines de temps à l'hôpital. Des orthopédistes m'ont fait une grosse job sale, comme on dirait, sur mon corps. Ah ouais, pour vrai, je suis Madame Plaquévis présentement dans mon bassin, puis on le sait pas nécessairement. Donc ça a quand même été une grosse réadaptation. Ça m'a demandé beaucoup de résilience, beaucoup de temps avec le physiothérapeute, 3 fois semaine. C'était assez intense. Puis ça a duré un bon 6 à 9 mois de temps de réadaptation au niveau de ces fractures-là du bassin là, pour que je puisse recommencer à faire mon sport. Là. C'est quand même dans des années charnières là, au secondaire, en secondaire 3, là, le développement est quand même assez critique. Là. Tu sais, le volleyball, c'est un sport de saut, là. Ouais. Fait que le bassin, tous les sports, le bassin est quand même sollicité, mais au niveau des sauts, c'est un puis un autre, là. Oui. Le pronostic était très mauvais initialement là, de la part des docteurs, mais encore une fois, c'est assez rare un contexte de jeunes très en forme qui a un accident de voiture, je te dirais. Donc, pour eux, c'était comme, ben, c'est sûr que tu pourras plus refaire des impacts importants comme le saut en longueur, le sprint, ça, tu peux oublier ça et tout. Mais moi, j'écoutais ça rentrait dans les oreilles puis ça sortait de l'autre, là. Si tu bouges depuis ton plus jeune âge, là, en plus. Oui. Mais je pense qu'ils voulaient me préparer au pire, peut-être également, là. Donc, en tout cas, j'ai fait de la grosse job avec la physiothérapie, puis j'ai été en mesure de me remettre sur pied. Par contre, ça a quand même freiné un peu ma progression au volleyball au secondaire. Un peu moins de plio en secondaire 4-5, là. Un peu moins de plio. Un peu plus d'élévation de jambes contrôlées. Les bons vieux exercices de physio. De base, ouais. Mais est-ce que tu penses que cet événement-là, puis tous les petits exercices de physio qu'on parle, t'ont permis d'avoir une carrière un peu plus longue que tu aurais... Tu sais, que... Quand on a 15-16 ans, des fois, la maturité n'est pas complètement là. Non, en effet. Donc, t'as une petite blessure à 15-16 ans, le physio dit de faire de quoi? C'est comme,
Ouais, mais après 2-3 fois, t'es comme OK. Ouais. Mais là, quand t'as des fractures multiples du bassin, les exercices, la motivation n'est pas juste de plus avoir mal en faisant mon sport. C'est comme, non, ça va être ma vie. Là. Ça va être ma vie. Puis si je ne prends pas le temps de faire ces exercices-là, là, on est encore 15-16 ans, ma vie peut être souffrante. Là. Ouais. C'est que d'avoir eu cet événement-là à 15-16 ans, d'avoir peut-être eu à développer cette maturité-là, puis prendre conscience de l'importance de ces petits exercices-là. Ouais. Je pense que ça t'a aidé au niveau de ta carrière par la suite? 100%. Pour vrai, ça a bâti l'athlète que je suis devenue, honnêtement. Là, ça a tellement travaillé ma résilience. Puis, comme c'était un moment assez charnière dans ma vie par rapport à la passion que je développais pour le volleyball, moi, dans ma tête, j'y allais avec un but très, très direct de comme, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me réadapter, pour être en mesure de recommencer à bouger. Oui, il y avait le volleyball, mais il y avait même à cet âge-là une certaine conscience de je suis tellement chanceuse de pouvoir bouger mon corps. Il faut que ça revienne. Pour vrai, je suis quand même contente de ça. J'avais quand même une maturité puis une compréhension d'à quel point c'est cool de pouvoir bouger son corps. Donc, il y avait aussi ça que je voulais qu'il revienne. Évidemment, le volleyball, il primait, mais j'étais comme, à un moment donné, le volleyball, comme tout sport, va finir. Là. Mais d'être en forme, d'être en santé, d'être actif, ça va rester. Donc, je pense que c'était d'une certaine façon, autant que c'était très challengeant, autant que ça m'a amené vraiment plein de bienfaits par la suite parce que ça m'a appris à ça sera pas toujours comme tu veux, puis des fois, il va falloir travailler dans la douleur. Des fois, il va falloir faire les petites choses qui n'ont pas de l'air très intéressantes, qui sont donc plates, mais qui font vraiment la différence. Donc, ouais, vraiment. C'est comme quand on a une narine bouchée, c'est là qu'on se rend compte que c'était le fun de les avoir débouchés. Ouais. Mais là, t'as appris ça à très haut niveau, très jeune, puis Ouais. on est quand même chanceux. On pense que c'est inné. J'aime bien compter l'histoire de la surfeuse. Je me rappelle jamais du film. T'as perdu une jambe, est-ce que c'est ça? Un bras. Un bras, oui, c'est vrai. Quand elle surfait puis par un requin. Puis dans le film, c'est aussi dramatisé. Là. Ouais. Mais il y a une scène qui me... À part le storyline, là, je me rappelle de quasiment plus rien. Ouais. Sauf cette scène-là, puis ça fait longtemps que j'ai écouté ce film-là. Elle essaie de couper une tomate après qu'elle ait perdu un bras. Mais essayer de couper une tomate à un bras. Là. Je me souviens de la scène, ouais, c'était... Ben, c'est comme, OK, ouais, non, finalement, nos deux bras sont quand même utiles. Ouais. Tu voyais la frustration là, dans la scène, là, puis c'est comme, waouh, une petite chose si banale au quotidien, comment qu'on la prend pour acquis quand on réalise que ben là, tout va bien, on est en santé, mais je sais plus c'est qui a dit ça, là, mais j'aime vraiment l'expression. T'as toujours mille et un problèmes, mais la seconde que t'es malade, t'as juste un problème. La santé. Puis c'est vrai, on réalise quand on est malade, que ce soit aussi simple que d'être enrhumé ou de s'être viré la cheville, on dirait que c'est juste ça qui occupe nos pensées. Hein? Puis, tous les parents qui connaissent la gastro de début de garderie, là. Ben, je dis ça parce que présentement, j'ai un boss que son enfant est revenu avec la gastro à la maison, là. Donc, tu sais, c'est vraiment ça, là. Ouais. Il était sur le cul pendant 2-3 jours, il n'y a plus rien, t'es plus capable de rien faire, puis t'es comme... OK, puis, tu sais, on est quand même chanceux, là. Si vous écoutez ce podcast-là, vous avez sûrement un toit sur la tête. Ouais. Donc, tu sais, oui, vous êtes malade. Oui, votre santé vous fait vraiment chier, mais vous avez quand même un toit sur la tête. Puis vous pouvez dormir dans votre lit puis utiliser la toilette que vous avez chez vous. Là. On s'en sort quand même bien, là. C'est ça. Puis là, après le cégep, tu as décidé d'aller à l'université. Ouais. Mais tantôt, tu l'as dit brièvement, tu n'as pas commencé à jouer tout de suite pour le Rouge et Or. Non. Fait que tu es rentrée à l'université comme une étudiante bien classique? Ah, c'était spécial, ça. Oui, donc c'est ça, au secondaire puis au cégep, j'ai toujours connu toute ma vie de faire du sport, d'avoir mon horaire très occupé comme toute étudiante athlète. Par chance que j'avais le beach en même temps, ça, je l'avais découvert au cégep en commençant. Là. OK. Puis ça m'a comme, je te dirais, aidé à faire une transition qui était un peu moins abrupte entre étudiante athlète à temps plein au cégep
à étudiante normale à l'université. Par contre, le beach, c'est saisonnier, évidemment. On vit au Canada, on ne va pas se le cacher. La session d'hiver au mois de janvier, il n'y a pas trop de beach, hein? Ouf, non. Donc, même si le beach demeurait, c'était un peu plus transitoire. Donc, c'était pas si évident que ça. Mes 2 premières années à l'université, l'adaptation, d'avoir du temps libre et de devoir me trouver d'autres objectifs. C'était un beau petit défi, là. Tu es rentré en quel programme à l'université? Initialement, j'ai mon bac en kin, donc je suis rentrée en kinésiologie. Puis après ça, je suis allée en nutrition. J'étais pas tannée, finalement, de l'université. Parce que t'as pas joué pour 2 ans. Exact. Donc, quand tu es arrivé à ta 3e année de bac de kin, ouais. tu as commencé à jouer. Ouais. Est-ce que ça a motivé ton désir de rester à l'université, de maintenant faire partie de l'équipe de volleyball? Oui, c'est une bonne question. En fait, quand j'étais au cégep, il venait le temps de décider vers quoi qu'on veut s'enligner à l'université. Je savais que c'était dans le domaine de la santé. Ça m'intéressait depuis longtemps. Je savais que j'aimais bouger, que j'aimais la nutrition également, l'alimentation. J'étais très passionnée de ça au cégep. Fait qu'initialement, je voulais rentrer en nutrition. OK. Quand j'étais au cégep, c'est juste que je n'avais pas la cote pour. Ça demande quand même une certaine cote. Donc, je me suis dirigée vers un autre programme qui m'intéressait presque autant, la kinésiologie. Puis j'ai vraiment apprécié mes années là-dedans. Sauf que le désir de faire mon bac en nutrition demeurait encore présent. Puis au fur et à mesure des années, j'ai réussi à travailler un peu ma cote à l'université. Donc, une fois que c'était terminé, je me suis dit, je suis pas encore allée de l'université, on va essayer pour la nutrition parce que ça a été toujours mon objectif numéro 1. Puis je suis rentrée là-dedans. Donc, ça l'a comme bien fait, je te dirais, avec le fait qu'il me reste des années au Rougeur, puis que je viens tout juste de commencer. Puis, ouais. Veux-tu parler des années d'éligibilité? Comment ça fonctionne? Oui, puis je vais. C'est sous toute réserve ce que je dis, parce que moi non plus, je suis pas encore, après toutes ces années, certaine à 100%. C'est bon, sous toute réserve. Sous toute réserve. Il y a des choses où je suis certaine, les choses où je suis pas certaine, je vais faire un disclaimer. C'est bon. Désolée pour l'anglicisme. Donc, comment ça fonctionne pour les années d'éligibilité? Au niveau du cégep, tu peux avoir jusqu'à 4 années en division 1, si je ne m'abuse, au cégep. Je ne crois pas que tu peux en faire plus. Comme exemple, à l'université, on peut faire maximum 5 années. Évidemment, avec l'année COVID, c'était spécial, donc il y en a qui ont une 6e. Puis le total de tout ça, c'est 8 années maximum. Donc, si jamais on fait 4 années au cégep, on ne peut pas faire 5 années à l'université. Donc, il y a un total de 8 ans. Puis, je crois qu'il y a des âges maximaux aussi là, auxquels on ne peut plus participer. Si tu reviens à l'université à 32 ans, tu peux pas jouer pendant 4 ans. Des fois, on me posait la question parce que théoriquement, il me reste 2 années d'éligibilité. Mais oui, je pense que c'est 28 ans, l'âge limite. Ça, c'est l'élément sous toute réserve. Là. Ouais. Parce que cette année, il y a un collège américain, une université américaine, que je pense qu'ils sont allés chercher un botteur. Enfin, ils sont allés chercher. Le botteur s'est imposé. Mais c'est comme une école des 3 ou des 4, là. Le monsieur, il a comme toujours voulu rêver, jouer au football universitaire. Puis quand il était jeune, l'opportunité n'a pas été là pour X, Y raison. Je pense pour des raisons personnelles. Là, il est rendu à 50 ans. Il approche de la retraite. Il a dit de l'avant de la job. Puis il s'est mis à s'entraîner. Puis là, il est dans l'équipe. Puis je pense que c'est un botteur. Là. Mais je pense pas que c'est possible. Là. Non, c'est ça. Chaque sport, chaque division, chaque pays, je te dirais, ces règlements-là. Ouais. OK, ça fait que, il y a une période que tu peux jouer dans un sport universitaire au Québec. Oui. Tu en as profité. Puis il te reste encore 2 ans. Il me reste encore 2 ans, mais comme je te dis, je pense que c'est de la théorie parce que j'ai dépassé l'âge limite, à mon avis. Puis dans le fond, c'est les 2 ans que tu aurais utilisé à tes 2 premières années si tu avais été sélectionné. C'est ça. J'ai fait en fait 4 années. C'est juste que j'ai fait, comme j'étais dans une année de la COVID, il m'en reste en théorie 2. OK. C'est ça. Fameuse COVID. Oui. Puis là, après ça, tu as gradué en nutrition. Oui, exactement. C'est ça qui a mis fin à ta carrière universitaire? De volleyballeuse? Oui. Ben, il y a eu aussi un autre événement bien plaisant.
Ouais? Un autre accident. Je les accumule pour Avec un char encore? Non. Ouais. Non, au volleyball. OK. Un accident sportif. Là, c'était au volleyball de plage. Ça l'a partiellement contribué, je te dirais. J'ai eu la triade qu'on appelle au niveau du genou, là, donc en atterrissant d'un saut d'attaque au volleyball de plage, j'ai déchiré mon ligament croisé antérieur, mon ligament collatéral interne et aussi mes 2 ménisques partiellement. J'ai subi en fait une luxation de la jambe. Donc, désolée pour le visuel, mais ma jambe, c'était vraiment un S à terre. C'était pas aligné dans le socket du tout. OK. Ouais. Mais là, j'en parle comme si c'était de la petite bière parce qu'après l'événement que j'ai vécu d'accident quand j'étais jeune, honnêtement, j'étais plus en mode OK, prise 2, ça repart. On leur place. Ouais. Donc, ça, c'était assez majeur. Puis, tu sais, c'était plus long, la réadaptation de ça que de l'accident de voiture parce que, en tout cas, moi, c'est la logique avec laquelle j'en suis venue avec les années. C'était des fractures, donc c'était osseux au niveau de mon bassin. Ça se régénère quand même assez rapidement, puis ça se replace assez vite, ces choses-là. Par contre, quand c'est ligamentaire, ces choses-là, moins vascularisées, je suis pas mal sûre que le temps de guérison est plus long. Donc, ça m'a pris une bonne année complète. Là. Ouais. Puis ça l'a comme un peu ralenti de ma possibilité de terminer mes années, entre autres. Là. T'es-tu arrivé dans un entraînement, dans une game? C'était un match, c'était un tournoi de volleyball de plage. Donc, c'était durant le premier match, la première journée. Ah. Ouais, c'était vraiment tannant. Ça se casse une fin de semaine. Ça s'enlignait bien en plus. Le match s'enlignait bien. On jouait contre une grosse équipe, la CD deuxième du tournoi, je crois. Puis, vers la fin du premier set, un atterrissage un peu manqué. Donc, ça ressemble à ça. Fait on t'a joué au beach. Ouais. T'as joué indoor comme libéraux. Ouais. Y a-tu un aspect qui a été difficile à transposer de libéraux à beach ou de beach à libéraux? De beach à libéraux, étant donné que j'ai joué au beach avant d'être libéraux, ce qui a été difficile à transposer, je te dirais, c'est, ou du moins à m'adapter, la vitesse de jeu. Donc, la vitesse de jeu du volleyball intérieur, que ce soit la vélocité des frappes ou que ce soit la vitesse à laquelle le service arrive, c'est beaucoup plus importante qu'au volleyball de plage. Donc, ça, c'était quand même une adaptation importante à faire. Ouais. Sinon... Puis pour ceux qui ne connaissent pas trop le volleyball, pourquoi les frappes et les services, ça arrive plus rapidement en indoor qu'en beach? Oui, bien, il y a plusieurs facteurs. Là. Le volleyball de plage, évidemment, on comprend que c'est sur le sable, il y a du vent, il y a du soleil. C'est vraiment difficile de sauter dans le sable, de un. Ce qui rend la tâche pour un filet qui est de même hauteur, autant en volleyball de plage qu'intérieur, plus difficile à ce moment-là au niveau de l'attaque. Oui, évidemment, la vélocité, ça provient aussi du bras d'attaque, donc ça ne change pas nécessairement, mais je pense que avec ces deux facteurs-là, avec ces facteurs-là environnementaux qui s'additionnent, ça a quand même un impact important à jouer. Puis il faut aussi dire que le volleyball de plage, c'est un terrain 8 par 8, 8 mètres par 8 mètres. Le terrain intérieur, c'est 9 mètres par 9 mètres. Donc aussi le plus grand espace dans lequel on peut frapper le ballon ou servir avant que le ballon tombe augmente, je te dirais, la possibilité de frapper plus fort, de servir plus fort parce qu'il y a un plus grand terrain. Là. On retourne à l'épisode dans quelques instants, mais juste avant, j'ai une petite question pour vous. On parle souvent de santé sur le podcast, mais est-ce que vous prenez soin aussi de votre santé financière? La réalité, c'est que beaucoup de gens s'entraînent fort, mais leurs finances, elles, restent dans le flou. Le stress financier que ça va venir créer va venir affecter la qualité de vie. C'est exactement pour ça que je veux vous parler de service financier Sébastien Fournier. Sébastien est un très bon ami, mais aussi un auditeur du podcast Santé Sport. Sa mission, aider les gens à bâtir une santé financière solide avec une offre de services globale qui inclut les placements, l'assurance vie et l'assurance pour professionnels. Son objectif, que vous ayez un plan clair pour vous permettre de continuer d'investir dans votre santé, vos projets sportifs ou de maison et votre avenir. Pour les auditeurs du podcast Santé Sport, Sébastien offre la première consultation gratuite et sans engagement. Pour profiter de l'offre, c'est très simple. Allez sur le site web www.podcastsantesport.com/finance avec un S. Remplissez le court formulaire de contact qui s'y trouve et Sébastien vous contactera rapidement. On retourne à l'épisode. Donc, la vitesse de jeu a quand même été une grosse différence à apporter. La vitesse de jeu était quand même une grosse différence. Je crois m'être bien adapté, mais ça c'était quand même... Oh, OK,
c'est différent. C'était un peu surprenant. Comme je te dis, moi, au cégep, j'étais en division 2, donc je n'ai pas non plus nécessairement connu la vélocité ou la vitesse du jeu de la division 1 au collégial, ce qui aurait peut-être été un petit avantage. un petit jump plus facile à faire, là. Puis sinon, la question inverse aussi que tu m'as dit, donc l'adaptation entre le indoor vers le beach. Là, c'est plus par rapport à ma position, je te dirais, là, le fait d'avoir été uniquement libéraux, du moins à l'université. C'était quand même de me réadapter à sauter, attaquer, avoir une boîte à outils offensive. Donc, de faire toutes les actions qu'un joueur de beach doit faire, c'est-à-dire pas mal toutes les actions du volleyball. Contrairement au volleyball intérieur, oui, au volleyball de plage, on a le défenseur et le bloqueur. Le bloqueur va être lui qui va uniquement bloquer, le défenseur va défendre en ligne arrière. Par contre, tout le monde doit pouvoir passer, tout le monde doit attaquer, tout le monde doit réceptionner. Donc, c'est un petit élément de plus d'adaptation que j'avais à faire. Là. Je l'ai déjà fait dans le passé, mais après plusieurs mois que tu le fais pas, on perd un peu d'auteur de saut, on perd un peu de vision offensive, donc c'est un peu ça. Là, je viens de me rendre compte qu'on parle des fois avec des termes un peu techniques. Oui. Un libéraux ou une libéraux. Ouais. Ça fait quoi? C'est quelle position au volleyball? C'est indoor? Quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais, c'est ça. Oui, le libéraux, bien évidemment, comme tout le monde le reconnaît bien, il y a un chandail de couleurs différentes, donc ça, c'est assez évident. C'est vraiment le spécialiste de la ligne arrière. C'est souvent comme ça qu'on l'appelle. Il fait uniquement... il fait pas des actions offensives, là, donc il va venir réceptionner, il va venir défendre, il peut venir passer également. Puis, il va pas en ligne avant. Donc, au moment des rotations, il y a des rotations au volleyball, là, puis quand vient le temps que le libéraux est rendu en ligne avant, il va sortir le temps qu'un central, une personne qui joue au centre en ligne avant, aille faire son service, puis après ça, va rentrer en ligne arrière. Donc, il peut jamais vraiment jouer en ligne avant. Là, pourquoi on le change avec le central? Pourquoi ce serait pas avec quelqu'un d'autre? Ouais. Genre? On pourrait. OK. Mais pourquoi c'est la décision qui est priorisée? J'ai le goût de te dire que c'est une tendance générale que les centraux, étant très grands, ayant possiblement un contrôle moteur un petit peu moindre que d'autres positions, ayant possiblement une moins grande aisance à aller au sol parce qu'ils sont très grands, viendrait peut-être être un limitant un peu plus important en restant en ligne arrière. Donc, généralement parlant, c'est eux autres qui sont remplacés. Les attaquants, ils ont beaucoup plus de volume de réception de service, mais c'est ainsi qu'on les construit. C'est très possible qu'un central joue en ligne arrière. Ça s'est vu à McGill déjà là, pendant quelques années. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire. Là. Puis souvent, on appelle ça la position des petits. Oui. Et je veux juste vous dire, dans les estrades, ils ont de l'air petits. Mais plus que vous descendez, vous remarquez qu'ils sont pas petits, ils sont juste normaux. Oui, c'est ça. En fait, plus on descend, puis peut-être si t'es allé à la VNL l'année passée, t'as remarqué, là, plus on voit à quel point c'est les autres joueurs qui sont géants. Là. Nous, on est des gens de taille normale dans la société. Il faut arrêter de dire qu'on est petit. Mais dans le contexte du sport, c'est quand même légitime de dire qu'on est petit. Là. C'est souvent le cas. L'année passée au VNL, je ne me rappelle plus c'est quelle équipe. Mais tu sais, les libéraux, des fois, sont pas si petits que ça. C'est vrai. Il y en a que dans les hommes professionnels qui peuvent être 6 pieds là, quasiment. Là. Ouais. Fait qu'ils sont pas si petits que ça pour la vraie vie. Mm-hmm. Puis on a, par exemple, Rémi, puis toi. Okay? Oui. Vous êtes des personnes qui, visuellement, sortaient du lot dans l'équipe. Mais moi, je dis tout le temps, désolé du langage, là, mais vous avez des springs dans les fesses. Là. Ouais. T'sais, le net est à 2,43. Pour le masculin, 2,24 féminin, 2,43 ou 2,42 pour le masculin. Je suis plus certaine. Ben, tu sais, quand vous sautez puis que finalement, le net, vous avez la tête au-dessus du net, t'es comme, oh, OK. Ouais. Non, elle est petite, mais elle passe quand même au-dessus du net. Ben, c'est Anne-Sophie cette année dans le OGA. Exactement. Je suis tellement contente qu'il y ait une personne de petite taille qui joue à l'offensive. Là. Puis elle a quand même réussi à faire la deuxième équipe d'étoiles cette année. C'est vraiment... C'est-tu sa année recrue ou c'est sa deuxième année? C'est sa deuxième année. Ce qui est quand même impressionnant. Là.
Ça fait avancer le sport là, pour comprendre qu'il n'y a pas nécessairement non plus juste un profil physique initial pour déterminer ta position. C'est sûr que ça joue grandement, mais c'est ça. Là. Avoir de l'impulsion, Mm-hmm. Puis là, avec les fractures de bassin que tu as eues, tu as dû le travailler, ton impulsion, j'imagine. Là. Ouais. Mais honnêtement, avec les fractures de bassin, ce que j'ai travaillé le plus, c'est vraiment de retrouver ma mobilité au niveau du bassin, la force de mes muscles stabilisateurs qui ont quand même été coupés de façon assez extensive pour aller pouvoir réparer tout ça. Donc, c'était vraiment plus ça. Pour ce qui est de la hauteur de saut, oui, ça s'est travaillé, mais c'était vraiment plus pour moi dans l'optique de sauter plus haut, étant donné que je savais que j'étais très petite et que je voulais continuer de jouer au volleyball de plage. Donc, ça restait très important pour moi. Là. Puis, y a-tu un avantage de pratiquer le indoor et le beach? Oui. Je pense que c'est clair. J'en parlais pas plus tard que tantôt avec le restant du coaching staff à l'UQAC avec lequel je coach. Puis, c'est tellement pertinent, je ne vais jamais arrêter de le réitérer. Je comprends que je suis biaisée parce que j'adore le volleyball de plage, mais honnêtement, comme je te disais tantôt, les prérequis du volleyball de plage font en sorte que tu dois être un athlète très complet quand tu pratiques le sport. Donc, de faire ça quand tu es en off-season, donc durant l'été, c'est un grand atout quand tu reviens à l'intérieur. Parce que tu as vécu des conditions pas mal plus difficiles en termes d'environnement qu'à l'intérieur. C'est très différent, le sauter sur le sable nu-pied. La grande majorité, quand ils reviennent, ont gagné de l'impulsion. Ouais. Pas nécessairement à cause de la préparation physique, ce qui aide évidemment, mais c'est une plus-value d'aussi faire du volleyball de plage. Ça développe une belle vision également, ça développe une capacité cardiovasculaire plus importante, puis on comprend que c'est pas nécessairement la qualité prioritaire au volleyball, c'est très certain. C'est un sport d'explosivité. Par contre, un des éléments déterminants de la performance au volley, c'est aussi la capacité à gagner des rallyes. Les rallyes, c'est des points qui sont un peu plus longs que la normale. Okay. C'est un point au volley, là, ça dure en moyenne 6 secondes de temps. Puis le repos, c'est presque 25 secondes. Par contre, comme tu l'as sûrement déjà vu, quand il y a des rallyes au volleyball, c'est assez impressionnant, mais c'est très challengeant, c'est difficile. 2 minutes de long. Oui, c'est un momentum changer. Ça vaut juste un point là, sur le scoreboard, mais psychologiquement, ça vaut beaucoup de points. Donc, le fait d'avoir travaillé peut-être un petit peu plus notre capacité cardiovasculaire au volleyball de plage, de par un terrain 8x8 où est-ce que tu es juste 2 au lieu de 6, ça se transpose, c'est sûr, positivement à l'intérieur après ça, quand vient le temps de ces points déterminants-là, puis d'être capable de garder une certaine puissance sur longtemps. Pensez à votre test de bip-bip à l'école primaire et secondaire. On l'a tellement aimé, ce test-là. Hein? C'est un test VO2 max. Là, aujourd'hui, je pense que je le comprends, il sert à quoi? C'est une progression, puis des fois, il peut y avoir des pauses, des fois non. Mais tu sais, un échange de volleyball, je vais parler en tant que spectateur, tu regardes le ballon. Mais si vous avez déjà joué au volleyball à un certain niveau, ben pendant que le jeu se fait, il faut faire des pas chassés, faut se déplacer en lisant le jeu. Ben ça prend une capacité cardiovasculaire, mais ça se peut que tu viennes de faire une grosse attaque. Puis il y a un clip qu'il y a eu cet hiver, c'était avec Charles. Là. Oui. Le passeur du Rouge et Or qui est allé chercher une balle en arrière. Il revient, il fait une attaque. Après ça, il bloque. Puis là, t'es comme, attends, non, c'est parce que le gars vient de courir 60-80 mètres en sprint en faisant 2 sauts pour gagner un point. Et, à la fin, OK. Bon, il est content, il a eu le point. Il crie. Parfait. Ouais, mais dans 20 secondes, il y a un autre ballon. Oh shit. Oh shit. Ça va vite. Ça va vraiment vite. Je dis un volleyball beaucoup en même temps que le ballon est ailleurs, là, comme tu dis. Au niveau du volleyball de plage, là, sauter dans le sable. Oui. Avec ta blessure, ça va être bizarre un peu comme question. Mais c'est-tu plus facile pour les genoux? À la longue? Oui, donc je suis un cas un peu particulier avec ma blessure, en effet. Mais c'est définitivement plus facile sur les articulations, là, c'est clair. Beaucoup plus absorbant. Quand on va au sol également, quand on plonge dans du sable, là, c'est complètement différent qu'à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'on n'a pas des genouillères, hein, au volleyball de plage. Ça serait sûrement inconfortable pour le centre qui rentrerait dedans, mais
c'est parce que c'est pas nécessaire. Là. Donc, c'est beaucoup plus confortable et absorbant du sable que le parterre. Donc, en général, c'est pour ça qu'on voit aussi, là, je sais pas si tu as regardé un peu le volleyball de plage aux Olympiques où tu connais un petit peu les joueurs là, à ce niveau-là, mais il y a du monde qui joue au niveau professionnel de volleyball de plage jusqu'à 45 ans et plus. Là. Ouais. Kerry Walsh-Jennings a joué vraiment longtemps. On a aussi Jake Gibb qui a terminé à 45 ans. Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus gentil sur le corps. Exactement. Il y a un été que je me suis vraiment beaucoup entraîné au volleyball de plage. Là. Je pense que je jouais 3-4 soirs par semaine. OK, ouais. Ça a été une année là, que j'ai découvert des muscles. Mais pas les muscles que vous pensez. Les muscles de dessous de pied. Oui! Puis là, j'ai écrit à Sam. C'est en vrai que j'avais mal en dessous du pied. Il dit, ouais, ça, c'est juste tes muscles qui se font. Puis je suis comme, OK, mais ça va durer combien de temps? C'est ta première année? Tout l'été. Ben, Astifi a eu raison. Ouais. Des muscles en dessous du pied. Ouais. Puis, en tant que coureur aujourd'hui, je me dis, hey, c'est tellement un très bon entraînement. C'est merveilleux. Tout le monde devrait avoir un carré de sable chez soi pour travailler ses muscles du pied. Sauter, faire des changements rapides. C'est quand même très évident la différence entre le volleyball indoor et le volleyball de beach. Ouais. Tu as parlé des lignes. Mm-hmm. Tu as parlé du nombre de joueurs, bien évidemment. Ouais. Du style de jeu. Mais en tant que spectateur, y a-tu quelque chose qu'on perçoit pas comme différence? Puis là, autant que ça peut être, oh non, ben le beach, c'est comme le volleyball de base, puis le volleyball indoor, c'est littéralement un autre sport. Là. Ouais. Oui, définitivement. Le fait que le volleyball de plage soit un sport qui se joue à 2 personnes uniquement, puis que le volleyball intérieur, évidemment, on est 6 sur un terrain, 7 avec le libéro, puis qu'il y ait beaucoup de joueurs sur le banc pour te remplacer, ça, je trouve que c'est un élément qu'on ne voit pas nécessairement ou qu'on n'a pas nécessairement pensé en tant que spectateur, mais qui change énormément la donne, honnêtement. Parce que quand que ça va mal au volleyball intérieur, changement, c'est pas compliqué. Quand que ça va mal au volleyball de plage, il faut travailler sur sa psychologie intérieure pour s'en sortir parce qu'il n'y a personne qui va te sauver. Puis, ça, c'est un autre aspect positif. Tantôt, je parlais beaucoup des aspects positifs que pourrait amener le volleyball de plage à un joueur d'intérieur quand il revient à l'intérieur. Mais l'aspect psychologique, d'être capable d'être résilient face à un moment plus difficile, face à un mauvais point, face à une séquence qui va pas bien, on le développe énormément plus, à mon avis, au volleyball de plage qu'au volleyball intérieur, parce qu'on n'a pas le luxe de le faire changer quand ça va pas bien. Donc, ça, c'est un gros bout qui est un peu plus psychologique. C'est comme si au hockey, les games, c'était 5 contre 5. Avec un goaler, puis c'est ça pour 60 minutes, amusez-vous. Je vais t'avouer qu'à cause des capacités physiques que requiert le hockey, ça serait physiquement impossible. Mais quand ils font des arrêts, il y a des arrêts de jeu. Puis ils ont des pubs de télé, eux autres. Ils pourraient s'en sortir. Non, mais oui. Le jeu serait complètement différent. Oui. Ouais. Il pousserait bien moins vite. Ouais. Il y aurait moins d'accélération. C'est vrai. Pour pouvoir toffer le 60 minutes. Parce que sinon, brûle-toi pendant les 20 premières minutes, puis après ça, de 40 minutes, ça va être un calvaire. Hey, c'est ça, là, tu t'en sortiras pas. On refait le monde du hockey. Fait que ça, c'est sûr que c'est un des éléments, à mon avis, qui est assez majeur. Sinon, l'autre, d'un aspect peut-être plus technique, tactique, ça serait le fait que au volleyball de plage, t'as, oui, de la stratégie, mais très différente que la stratégie du volleyball intérieur. Donc, au volleyball intérieur, tu as des tendances offensives à avoir contre une certaine équipe. Où est-ce qu'on va frapper le ballon? Tu as peut-être des gens qui ont un peu plus de difficultés en réception, donc c'est ces personnes-là qu'on vise. Au volleyball de plage, tu as de la stratégie, mais c'est un peu plus physique que stratégique, étant donné que t'es 2 sur le terrain, puis tu as quand même beaucoup d'espace pour mettre le ballon dans le terrain. T'sais. Donc, je te dirais que la stratégie, le scouting est un peu plus important au volleyball intérieur que de plage. Donc, il y a ça. Puis sinon,
le dernier élément aussi, à mon avis, qui est très important... Attends, j'ai un blanc, mais ça va revenir, ça, c'est sûr. Je te reviens avec ça dans pas long. Puis, de mon expérience, Ouais. OK, puis je ne t'arrive même pas à la cheville. Pas au sens littéral, mais au sens figuré. Oui, parce qu'il y a au sens littéral. Tu t'en sors pas pire. Ouais. Au niveau du beach volley, il y a une façon que si tu joues vraiment bien, c'est comme si l'échange, tu l'as mérité. Mettons que tu fais le point, j'ai bien placé ma balle à l'attaque. Mm-hmm. Comme, tu sais, vous voyez ça comme un fromage suisse, là, mais inversé, les trous puis le fromage. Mm-hmm. T'as vraiment juste 2 joueurs, donc ça te fait des super de belles zones. Puis si tu vois qu'un joueur se déplace moins bien vers la gauche, ben tu peux dire, je vais essayer de l'attaquer sur sa gauche. Puis si tu vois qu'il y a un trou vraiment sur un coin, une chose que j'avais remarqué, c'est quand au Elite 16 à Montréal, Ouais. le nombre de lignes qu'il y a eu, j'étais comme, c'est parce qu'ils visent là. Mm-hmm. Que dans le indoor, le nombre de ballons qui arrivent sur la ligne, moi, j'ai pas remarqué comme... C'est sûr que j'avais pas la même vision niveau indoor puis outdoor. Outdoor, là, c'est facile. Là. C'est beige puis il y a une ligne bleue. Ouais. Dans le indoor, des fois, il y a différentes couleurs au travers. Ouais. Mais le nombre de lignes en beach, Mm-hmm. je trouve vraiment plus élevé qu'indoor. C'est-tu vrai? Je pense que ça revient un peu à... Tu sais, quand je te disais tantôt que la vélocité du jeu intérieur est beaucoup plus importante qu'au beach, je pense que ça permet justement au volleyball de plage, comme il y a une certaine vélocité en moins qui est présente, c'est compensé par une plus grande précision, à mon avis. Puis il faut aussi dire qu'au Elite 16, mais comme tu le dis, c'est les 16 élites mondiaux. Donc, c'est la crème de la crème. Ils vont être capables de placer leur balle sur la ligne s'ils veulent. Mais ça, c'est pas des accidents, là. C'est pas des accidents. C'est vraiment pas ça à tous les niveaux volleyball de plage, mais en effet, à un certain niveau, tout le monde est bon pour couvrir le terrain, même s'ils sont 2. Le bloc est tellement haut que là, il faut passer au-dessus du bloc, c'est plus compliqué. Donc, il faut être en mesure de mettre les ballons dans le 30 cm, là, proche des coins. Là. Sinon, on marquera peut-être pas. Là. Donc oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est plus fréquent. Tu as quand même eu la chance de côtoyer des athlètes exceptionnels au niveau du rouge et or, au niveau de ton parcours de beach aussi. Maintenant que tu coaches aussi. Ouais. Est-ce que tu as remarqué des éléments, des caractéristiques de des joueurs ou des joueuses qui se distinguent par rapport au restant de la masse? Oui. Je te dirais que c'est peut-être un petit peu plus sur l'aspect psychologique. OK. Donc, le leadership, à un certain degré, quand il est très important, à mon avis, joue beaucoup en faveur de la personne, comme quoi elle va se démarquer du restant du lot, nonobstant de son niveau de volleyball, je te dirais. Donc, même si c'est une personne qui est sur le banc, cette personne-là a beaucoup de leadership, elle va amener d'une certaine façon, pas nécessairement toujours tangible, là, le restant du groupe à se diriger vers l'excellence. De par sa présence, de par son éthique de travail, de par sa façon à amener tout le monde de façon cohérente ensemble, viser un même but. Donc, des fois, ça peut être quand même abstrait, là, comment que ça se transpose aussi, le leadership, mais je pense que ce genre de personnes-là, c'est vraiment un atout majeur dans une équipe. L'autre élément aussi, je vais essayer de bien tourner la phrase, là, ça serait l'acceptation du rôle, être en mesure d'accepter son rôle. Puis, exemple, tu as un rôle de spécialiste au service. Donc, tu vas pas nécessairement être sur le 6 partant, les 6 premières filles qui jouent pas mal tout le temps, mais tu vas rentrer de temps en temps au service pour servir parce que tu as un bon service puis on a besoin de toi à ce niveau-là. C'est pas nécessairement le poste que tout le monde aspire pour, on va se le dire. On a tous le goût de jouer au ballon le plus possible. Par contre, être en mesure d'accepter son rôle, donc c'est pas se résigner à ça. C'est d'être en mesure de prendre le défi que, OK, présentement, le coaching staff, mon équipe ont besoin de moi pour ça. C'est bon, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur possible dans le rôle actuel que j'ai. Ça veut pas dire que je me résigne à toujours avoir ce rôle-là. Ça veut dire que je chigne pas à l'idée que présentement, c'est ça que j'ai besoin à donner à mon équipe,
Mais je vais continuer de travailler extrêmement fort pour arriver à mes autres objectifs aussi, qui est peut-être d'être sur le 6 partant puis de continuer à performer encore dans plusieurs années, là. Donc, je pense que ces deux éléments-là, pour moi, sont vraiment cruciaux là, comme joueuse qui se démarque. Là. Puis, ça me fait vraiment penser à Noémie Tanguay, l'épisode que j'ai enregistré avec elle, qu'elle disait, tu sais, j'étais capitaine de mon équipe, là. Elle dit, j'étais pas dans le top 5 des meilleures joueuses de l'équipe, là. J'ai demandé pourquoi tu as été capitaine. Elle dit, c'était mon leadership. Puis le leadership, c'est une des choses que tu vas pouvoir transférer dans le monde du travail, là. Oh ouais. Le plus facile provenant du monde du sport. 100%. Puis souvent, ça arrive au niveau des joueurs seniors, les plus âgés dans l'équipe là, qui vont prendre un rôle un peu plus de leadership. Mais si vous rentrez dans une équipe, voir comment ces seniors-là agissent avec vous, avec le coaching staff, avec le restant de l'équipe. Puis si jamais vous aspirez à être un joueur ou une joueuse qui veut se démarquer, ben prenez en note, hey, quand il a fait ça, j'ai pas aimé ça. Ouais. Puis quand vous allez être senior, puis pas obligé d'être senior pour être le leader dans une équipe, quand vous allez avoir un rôle un peu plus leadership ou que vous voulez avoir à faire du leadership dans votre équipe, ben ajustez votre style de leadership. Ben, regarde, la manière qu'il disait ça, lui, moi, ça passait pas pour moi, ben, je le ferai pas subir aux autres. Puis aussi de voir, bon, ben, ça, c'est un mauvais comportement de leadership, je le répéterai pas. Ouais, c'est comme un spectrum aussi, comme tu le dis. Là, c'est pas... Leadership, en effet, on voit ça comme quelque chose de très positif, mais il y a différentes façons de présenter un leadership, puis ça dépend de ce que chacun a besoin, de ce que chaque groupe a besoin aussi. Là, donc, c'est sûr que ça joue beaucoup dans la balance. Puis c'est aussi une question d'émuler un peu ce que tu vois. Quand tu as quelqu'un qui a un leadership positif pour l'équipe dans laquelle tu es, c'est un role model. Tu as le goût de faire ce qu'il fait, t'inspire à être comme il est. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif là, dans un contexte de sport d'équipe. Là. Accepter son rôle, ben, à votre job, si vous êtes le comptable junior, ben, vous avez un rôle à faire. T'as bien beau vouloir, dans quelques années, avoir un poste plus haut, puis c'est vraiment parfait. Mais pour l'instant, c'est ça. Fais ta job du mieux que tu peux. C'est ça. Puis, la dernière game des Rouges que j'étais allé, c'était contre McGill. Oui. Puis, McGill a gagné un set. Ben, le set qu'ils ont gagné, c'était quand même égal. Je pense que c'était 14-14 à peu près. Ben, Marie-Christine, puis là, j'ai tourné une entrevue avec les filles de McGill. Oui, ouais. Ben, avec Emilia. Oui, donc j'allais oublier son nom. Emilia, Julia, puis Marie-Christine. Puis Marie-Christine a mis Julia au service. Puis Julia a comme rentré 6, 7, 8 services là, en ligne. Puis là, j'étais comme, OK. Elle n'avait pas joué de la game, là. Elle l'a mis, elle a clenché 7, 8 services avec des as au travers. Ouais. Ben, elle avait une job à faire à cette game-là. C'était que quand elle allait avoir besoin de faire du service et de faire des points, ben, ça leur a permis de gagner le set, là. Puis tu sais, c'est tellement facile dans ce rôle-là, tomber dans le piège de « Ouh, je suis à froid. Oh non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché de balle. Il faut pas que je le rate. Faut qu'il passe. » Donc, clairement, pour avoir réussi 6 services de suite, 6-7 points, était pas dans ce mindset-là. Elle était dans un mindset très positif. Là. Puis là, ça nous amène à la prochaine question. En tant que coach, en tant que kinésiologue, ouais. que nutritionniste et que coach, selon toi, ça serait quel aspect qui devrait être priorisé entre l'alimentation, ses capacités physiques et ses capacités mentales? Tous. je vais élaborer. C'est la réponse peut-être cliché, mais c'est la réponse, la seule réponse qui me vient en tête. D'un côté, si on se tourne au niveau du secondaire, à la limite cégep, c'est possible que la préparation physique soit priorisée, puis que ça soit correct, puis qu'on s'en sorte bien, puis que ça fasse du sens. C'est un niveau auquel on est plus jeune, qui a une croissance importante, qui a un développement important des capacités physiques. Donc, c'est sûr qu'à mon avis, ça peut peut-être amener une plus-value qui est plus notable. Par contre, la seconde qu'on est rendu à un niveau plus élevé, par exemple universitaire,
Tout le monde est rendu bon à ce niveau-là. Si tu te rends jusqu'à l'université, c'est parce que tu es un bon athlète. Dans l'autre équipe, ils sont tous des bons athlètes comme toi. Donc là, à un certain point, si tu n'as pas fait ça avant, c'est vraiment le temps de le faire, de te reprendre sur toutes les autres habitudes de vie qui sont extrêmement importantes pour ta game sportive. Donc, la nutrition, évidemment, la récupération. Non, il faut en parler pour vrai, c'est tellement négligé, c'est fou, le sommeil et tout. Puis, la préparation mentale. Moi aussi, malheureusement, j'ai été un peu sur le tard, mise au courant de c'est quoi en tant qu'athlète, puis été intégrée à ça. Mais je me suis rendu compte à quel point ça a un point important dans une performance athlétique. Je te dis, tout le monde est rendu bon au niveau universitaire, mais après ça, c'est un niveau de stress qui, à mon avis, est beaucoup plus élevé, même si on est plus mature psychologiquement qu'au secondaire ou au cégep, étant donné que, justement, il y a tellement peu de gens qui accèdent à ce niveau-là, donc on voit ça comme un privilège, on voit ça comme une place un peu spéciale. Il y a beaucoup plus de gens aussi qui te regardent aller. Juste ça, le fait que c'est beaucoup plus populaire à ce niveau-là, ça rend le contexte plus stressant. Donc, je pense que la préparation mentale, être prêt au match, être en mesure d'accepter son rôle, être en mesure de se sortir de moments plus difficiles, c'est plus crucial, c'est plus omniprésent à ce niveau-là également. Donc, je dis tous parce que je crois réellement que c'est tous, mais si vraiment je veux le séparer un petit peu, j'ai l'impression qu'à un niveau plus élevé, tous les éléments deviennent davantage également importants. On retourne à l'épisode rapidement, mais juste avant, je voulais vous parler d'Innovaclim. Être en santé, c'est aussi être confortable chez soi. Avec l'été qui s'en vient, la chaleur aussi, donnez-vous le droit d'être confortable chez vous. François, le propriétaire d'Innovaclim, est un passionné de sport et un très bon ami. Étant donné qu'on a une mission similaire, il veut gâter les auditeurs et les auditrices du podcast Santé Sport. Il vous offre la soumission gratuite dans un rayon d'1 heure de la Ville de Québec et il vous offre aussi le prix Famille et Amis. Ils sont gentils de même. Pour obtenir le cadeau, c'est vraiment simple. Vous avez juste à m'écrire que vous êtes intéressé par le prix Famille et Amis d'Innovaclim avec vos informations de contact sur la page Instagram du podcast Santé Sport ou par courriel à podcastsantésport@gmail.com avec comme sujet Innovaclim. Un membre de l'équipe d'Innovaclim va vous répondre rapidement. De retour à l'épisode. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Mais j'ai toujours eu cette réflexion-là. Ce questionnement-là. Quand on fait des sports d'endurance, les spectateurs qui viennent nous voir sont sur le bord de la rue, ils nous encouragent, sont venus gratuitement. Au niveau universitaire, entre autres là, au Rouge et Or, là, je connais pas partout comment ça fonctionne. Tu dois acheter un billet. Ouais. Avec de l'argent. Puis des fois, c'est des adultes, des fois, c'est un couple avec des enfants. Des fois, c'est une gang de chums ou une gang de filles qui viennent nous voir et nous encourager. T'as-tu déjà eu cette perception-là de « Hey, je m'en vais jouer devant du monde qui paye pour avoir un billet? » Mm-hmm. Quand tu t'es senti, comment c'est venu cette réflexion-là? Oui, ça s'est passé, je te dirais, dans mes premiers mois avec le Rouge et Or. Avant, j'avais pas nécessairement cette réalité-là, que ce soit au secondaire ou au cégep, surtout que j'étais en division 2 au cégep. Donc, la réalité en division 1 au cégep, ça peut se produire, ce que tu me dis là, mais pas nécessairement en division 2. Donc, ça a été quand même un petit inconfort, je te dirais, de réaliser que, wow, OK, c'est gros ce qu'on fait là. Puis, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir jouer, viennent nous voir performer, qui payent pour ça. Évidemment, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège à ce moment-là, de se dire « Ah ben OK, il faudrait que je leur donne un bon show s'ils sont là pour ça. » Oui, ça va être le fun pour tout le monde si ça donne que c'est un bon show. Par contre, c'est pas ça ta job en tant qu'athlète sur son équipe. Fait que c'est facile de se faire emporter par les facteurs externes, puis tomber un peu dans le piège de l'engouement, du sport, puis là, extérioriser un peu la raison pour laquelle on fait ça. C'est sûr que pour certains, ça peut aider parce que c'est ma famille, c'est significatif ou quoi que ce soit. Par contre, je crois que le plus important, c'est de rester concentré sur l'équipe, sur les objectifs de l'équipe. Puis ça permet d'enlever le stress, ça te permet de mieux se cadrer puis de ne pas se perdre dans le match. Oui, parce que si tu commences à y penser, en même temps, d'un point de vue business de sport, là,
Ouais. Les athlètes, que ce soit universitaire, est un peu une catégorie à part, selon moi. Là. Mais des athlètes professionnels, Ouais. tu sais, si le show il est pas bon, Mm-hmm. le monde n'en reviendront pas. Ouais. Mais en même temps, comment tu te positionnes pour te dire, hey, j'aime ça jouer au volley, j'aime ça jouer au ballon, mais en même temps, comme, tu sais, je pense pas qu'il y a des athlètes professionnels qui se pointent une game puis, hey, ça me tente pas, je donnerai pas de show puis je vais me pogner le bang. Là. C'est rare Ouais. qu'on le voit au niveau pro. Là. La réalité du niveau pro aussi, c'est que ben, c'est leur emploi. Ils sont payés pour faire ça. Donc, le contexte est tellement différent qu'au niveau universitaire. Tu sais, ma réponse était beaucoup associée à un niveau universitaire. Mais tu sais, à un niveau pro, ton emploi, c'est ton emploi, ton poste est en jeu, c'est ton salaire. Donc, c'est sûr que tu veux te donner à 100%, j'ose croire, dans ce contexte-là. Puis t'as pas de sécurité d'emploi. Là. Fait que Ouais. si tu commences à perdre, puis à perdre, puis à perdre, ben, tu ne retourneras pas au tournoi. Personne n'est gagnant, là. Ouais. Puis, tu sais, si tu veux avoir des commanditaires, il faut que tu gagnes les tournois. Les bourses en gagnant les tournois, ben, si tu as gagné les tournois, c'est pas un perdant que tu fais des grosses bourses. Là. Je serais curieuse d'être dans ce monde-là pour un peu mieux comprendre cette réalité-là avec le public, l'engouement, puis le show qu'on donne, à quel point ça a quand même un impact important. On peut le voir malheureusement encore aujourd'hui. Il y a certains sports féminins versus masculins qui ont moins d'engouement parce que ce soit à cause des capacités physiques, la vitesse de jeu, ces affaires-là. Ça fait en sorte que le show, on a l'impression qu'il est moins bon, donc on va pas nécessairement y prêter part. Mais après ça, ça joue sur les revenus, ça joue à quel point on peut donner un salaire intéressant aux athlètes. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose à considérer là, à ce niveau-là. Puis le volleyball féminin, côté américain, c'est pas mal l'inverse même. Ouais. Mais non, c'est... C'est vrai, c'est l'inverse. C'est pour des personnes qui ont pratiqué le sport ou qui ont vu autant de volleyball masculin que féminin, je connais quand même un peu le volleyball, on se le cachera pas. Ouais. Mais je connais fuck all du volleyball par rapport à d'autres mondes. J'ai appris beaucoup d'affaires de volleyball en 2020, on va dire ça de même. Puis, j'ai joué au volleyball au secondaire, là, fait que c'est comme... Je sais un peu c'était quoi, mais je savais pas c'était quoi. Mais aussi que je m'en allais avec ça. Mais le volleyball masculin puis le volleyball féminin, si vous regardez suffisamment de matchs, vous allez voir que c'est facile à voir que c'est pas le même sport. Ouais. C'est le même sport, mais la stratégie de jeu est quand même différente. La vitesse de jeu est différente. Ce qui fait que le volleyball féminin se démarque, à mon avis, d'un point de vue spectaculaire. Mm-hmm. Les hommes, c'est un sport très explosif, très rapide. Oui. Et les échanges sont, en conséquence, très rapides. Donc, des moments que ça soit spectaculaire, ben, c'est une attaque, le ballon revole. C'est ça l'aspect spectaculaire du volleyball masculin. Oui. Le volleyball féminin, ben, les échanges, des fois, ils vont bien plus longs. Puis là, c'est là que c'est comme oh! Oh! Ah! Puis là, ça finit plus de finir. Puis t'es comme, OK, ouais, c'est parce que là, c'est le 6e dive qu'il y a. Là. Ouais, la foule est à l'unisson dans les onomatopées. Là, Très belle façon de le dire. Mais oui, c'est vrai, t'as 100% raison. Puis, je pense que le différentiel d'auteur de filet entre le féminin et le masculin, il n'est pas proportionnel à quel point les hommes sont plus grands et sont capables de sauter plus haut de par leur physicalité, les hormones et tout. Donc, ça fait en sorte que il va y avoir beaucoup plus de ballons qui vont être plantés dans le terrain. Ça va plus vite, donc même si peut-être le temps de réaction il va être un peu plus rapide chez les hommes, pas au point d'à quel point ils frappent fort. Donc, le spectaculaire est dans la force, plutôt que dans l'échange qui se poursuit. Puis en effet, je pense que grâce à ça, ça donne beaucoup de points au volleyball féminin. C'est ça qui rend le spectacle spectaculaire. Spectaculaire, excuse-moi. Puis, avec toute la carrière de volleyball que tu as eue, c'est quoi que le volleyball a appris sur toi en dehors du sport? En dehors du sport, de un, j'en ai glissé un mot tantôt, là, la fameuse résilience.
Ça l'a passé par des blessures, donc c'était pas 100% associé au sport, mais d'une certaine façon, c'était dans l'idée de recommencer à pratiquer le sport. C'est aussi le fait d'avoir eu des refus à des moments importants dans ma vie au volley, donc de ne pas être accepté nécessairement la première fois au Rouge et Or, de ne pas nécessairement accéder à la première division au cégep. Donc, il faut être résilient pour être en mesure de passer au travers de cela puis vouloir continuer dans le sport qu'on fait à un niveau compétitif. Puis ça, je trouve que ça se transpose après ça dans la vie du quotidien. Quand que je vis des défis professionnels ou personnels, cette résilience-là, on la décontextualise du volley, puis elle demeure quand même très importante pour se dire, OK, bon, ben là, j'ai un coffre à outils, je l'ai développé avec mes années. Vers quoi je me dirige cette fois-ci pour m'aider à franchir cette barrière-là, cette barrière professionnelle-là, cette problématique-là. Donc, c'est sûr que ça, c'est un élément important que le volleyball m'a appris. Sinon, un autre élément, ça serait la confiance en moi, je te dirais. Oh. Oui. Il y a des moments dans ma vie que j'avais pas nécessairement la plus grande confiance en tant qu'individu, comme personne. C'était surtout au niveau professionnel que des fois, je me questionnais à savoir, OK, tu sais, est-ce que c'est-tu la bonne voie? Est-ce que je vais réussir à percer là-dedans? On dirait que j'avais pas nécessairement dans les débuts, comme tout le monde, honnêtement, là, beaucoup d'expérience professionnelle. Puis ça me jouait personnellement beaucoup dans la tête à savoir, OK, à un moment donné, je vais-tu réussir à me sentir à l'aise dans mon emploi, tu sais, autant comme nutritionniste que kinésiologue, peu importe. Puis le volley, en ayant remarqué que, OK, je vois qu'une sphère de ma vie, je suis capable de me développer puis d'être bonne. Pourquoi je ne serais pas capable de faire ça dans d'autres sphères de ma vie? Dans les débuts, comme tout le monde au volley, j'ai pas été bonne de façon innée. Il y a bien des choses qui n'allaient pas bien, puis j'ai réussi à me développer. Donc là, je me suis dit, OK, il faut que tu reprennes le processus, le mindset initial pour tous tes défis dans ta vie. Donc, évidemment, là, tu es rendu bonne au volleyball, mais il faut que tu commences à casser le corps pour tes autres affaires aussi. Donc, je pense que ça m'a aidé à me retransposer à quand j'ai commencé comme athlète au volleyball. C'était pas facile, mais on a continué de travailler vers quelque chose qu'on aimait. Donc, professionnellement, même chose. J'aime ça la nutrition, j'aime ça la kin. C'est pas facile dans les débuts. Est-ce que je vais trouver un emploi? Mais oui, continue de travailler fort. Tu vas voir, tu vas développer une belle confiance en toi. Puis là, avec les années, ça va vraiment de mieux en mieux à ce niveau-là. Là. Donc, je pense que le volley m'a également aidé la confiance personnelle. Il y a une chose que... Tu sais, j'approche la trentaine. Drôle à dire. Mais quand j'arrivais à 25-26 ans, souvent, il y a des personnes qui me disaient hey, tu vas voir, c'est tough vieillir. Genre, c'est plat de vieillir. Mm-hmm. Profite de ta jeunesse. Et moi, j'étais quelqu'un qui avait de la misère à garder une job longtemps. Okay. Par écœurantie. OK. Comme j'apprends quand même vite, fait que ça me permettait de comme... Bon, mais après, si moi, je sais c'est quoi qu'il y a à faire, de la merde, m'en va. Mais tout ce parcours-là, ce que je commençais à dire, c'est ben moi, j'aime ça vieillir parce que toutes les expériences que j'ai appris ce que j'aimais pas. Mm-hmm. Puis ce que je voulais pas. Le meilleur exemple que je donne, c'est quand j'avais commencé, parce que j'ai gradué le bac en juillet 2020, en finance. Mm-hmm. Vous comprendrez qu'il n'y avait aucune job en finance en juillet. Puis, tu sais, j'ai gradué en juillet parce qu'il me restait un cours d'été, mais comme j'ai fini en avril, là. Okay. Pas bien même job. Ouais. À ce moment-là. Je m'appelle encore à Industriel Alliance. Il y avait secrétaire concierge comme poste d'affiché dans la section carrière. OK. J'ai un bac en finance. Le plus gros employeur de finance au Québec, à Québec, il cherche un concierge puis un réceptionniste. Là. Comme, OK. On va aller à la maîtrise. Fait que j'ai fait une session en maîtrise. Ben, même pas, une moitié de session de maîtrise. Mais pendant cette session-là, je travaillais au ministère des Finances du Québec. OK. C'est un environnement, selon moi, de tous les jobs que j'ai eus, c'est la job où c'est que j'ai travaillé avec le plus de cerveau. Les hommes et les femmes qui travaillaient là, c'était des bols de toutes sortes, là. Des mathématiques, des informaticiens, tout, à en être impressionnant. Je me sentais pas à ma place. OK. Mais l'équipe la plus brillante que j'ai eue, en termes de capacité neurale et logique,
c'était cette équipe-là. C'était l'enfer. C'était un environnement très compétitif, veux pas, et de performance, qui était le fun, qui était bizarre un peu d'être au gouvernement et d'avoir un milieu très compétitif et de performance. Mais il y a eu une journée, j'étais tout seul avec mon fichier Excel. J'ai pas parlé à personne. J'ai envoyé 3 courriels. That's it. Pendant une journée complète. Et j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un podcast. C'est pas vraiment mieux dans ce que je fais aujourd'hui. C'est quand je commençais à regarder les jobs par la suite. Ouais. Ben, les emplois que je regardais, c'est est-ce que je vais parler à quelqu'un chaque jour ou je vais être seul dans mon bureau? Ben, moi, j'ai besoin de parler avec du monde. Ah, c'est tellement important le point que tu adresses là, ouais. Je dis pas que c'est ça que tout le monde doit aller chercher, juste toutes les expériences que vous allez avoir. Oui. Tu sais, vous avez un stage. En kin, vous avez des stages. En kin et en nutrition, les deux, ouais. J'imagine que vous allez à l'hôpital, vous allez dans les cliniques privées. Trop à mon goût, mais chacun son truc. Mais quand vous les faites, ces stages-là, ben, si vous allez dans un stage et vous faites « Hey, ça, c'était plate. » OK, ouais. Pourquoi c'était plate? C'était-tu ton équipe de gestion? C'était-tu le type de clientèle? C'était-tu l'organisation en entier? C'était-tu le sujet? Tu sais, t'aimes pas la nuit? Ouais, mais j'aime pas la nuit d'hôpital. Mais j'aime la nuit sportive. Quand j'ai fait mon stage en sportif, ça m'a vraiment aimé. OK, c'est pas la nuit que tu détestes. Oui. Puis tu sais, t'abordes un point vraiment important, Félix, où est-ce que tu dis que, en gros, là, moi, ce que j'entends, c'est plus tu prends d'expérience dans ta vie, plus tu fais n'importe quelle expérience, plus ça va te permettre de te connaître, comme être humain, qu'est-ce que tu veux. Puis, comme tu dis, plus ça va te permettre de savoir ce que tu veux pas aussi. Mais c'est ça, la confiance se bâtit par les expériences positives, évidemment. Là, si tu vis une expérience négative, tu vas pas nécessairement bâtir une confiance là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est un élément important de juste se lancer un peu, là, puis de se dire, c'est correct, c'est pas nécessairement un environnement que je connais, c'est pas nécessairement quelque chose que je suis à l'aise d'emblée, mais si je l'essaye pas, je ne le saurai jamais. Ouais. Puis au niveau de ton parcours académique, là, autant en kin qu'en UT, est-ce qu'il y a des notions que tu as genre vues dans un cours une journée, puis que le soir, tu étais comme « Ah, c'est pour ça que notre coach elle nous fait faire des exercices de même » ou « Ah, je devrais peut-être changer ça dans mon alimentation pendant la game ou avant ou post-game ». Y a-t-il des notions que tu as pu transférer vraiment rapidement de académique à terrain? C'est sûr que oui, j'ai le goût de te dire qu'il y en a plein, mais honnêtement, il n'y en a pas des marquantes spécifiques qui me viendraient en tête pour te dire « OK, ouais, ça, là, c'est vraiment important ». Oui, c'est tellement, veux pas... Les cours, c'est tellement théorique. Même si on est à l'université, des fois, les gens disent « OK, on est vraiment rendu plus dans le concret ». Ça reste de la théorie, puis c'est vraiment rendu au stage que là, on peut expérimenter un petit peu plus qu'est-ce qui est concret. Donc, vite de même, te dire « OK, telle stratégie de supplémentation pendant mon match ou telle affaire », c'est pas nécessairement quelque chose qui m'a marqué. La seule chose qui me vient en tête, peut-être, c'est au volleyball de plage, le niveau de carburant qui est utilisé pour jouer est un peu plus important en termes de volume qu'au volleyball intérieur, justement parce que les rallyes sont plus longs, c'est plus exigeant. Il fait 32. Il fait 32, merci. C'est un autre élément assez important. Fait que ça fait en sorte que je te dirais que tes réserves de glycogène, ils se défont un petit peu plus vite. T'es perds pas mal plus qu'au volleyball intérieur. Puis moi, j'ai ressenti le besoin assez rapidement là, quand je commençais à jouer au volleyball de plage puis que j'étais à un niveau plus intense, de devoir me carburer un peu mieux durant mes matchs, pas juste entre, tu sais. Fait que moi, maintenant, c'est d'emblée, là, à chaque match, j'ai toujours mes jujubes. Mes jujubes sûrs, parce que c'est vraiment bon. Je me casse pas la tête. C'est-tu les anneaux ou c'est un mix? Non, je me casse pas la tête. Je pense que c'est des Sour Patch, Sour Kids, là. J'y vais pas pour le gel sportif et tout, qui, oui, a sûrement un ratio glucidique plus optimal pour la course et tout, mais je fais quand même du stop and go, là. Mon système digestif va s'en sortir. Fait que mes petits jubes Sour Patch qui me coûtent pas cher, ils font vraiment bien la job pour refaire mes petites réserves de glucides. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, je te dirais. Là. Puis c'est pas parce que mon cours de nutrition m'a dit manger des jujubes Sour Patch, mais j'ai compris l'importance des glucides simples. Ça s'est transposé à ce choix-là alimentaire, puis ça ressemble à ça un peu. Puis est-ce qu'en tant que coach, tu te sens mieux outillé à accompagner tes athlètes? Ah, tellement. Tellement. Je comprends beaucoup leur réalité. Tu sais, au niveau universitaire,
on est très bien encadré. Il y a la nutrition, la préparation physique, la préparation mentale. Donc, veux pas, pendant les entraînements ou entre les entraînements, on parle avec nos athlètes en individuel, puis on voit comment ça se passe. Puis ils sont facilement capables de nous identifier des fois certains points au niveau de la nutrition, préparation physique, qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui va moins bien. Puis tu sais, moi, étant dans ce domaine-là également, je comprends très rapidement, très facilement cette réalité-là. Donc après ça, c'est vraiment facile pour moi, par exemple, adapter peut-être ce qu'on fait en entraînement pour un petit peu mieux cadrer avec leur niveau de repos suite à une préparation physique qui était plus intense ou des choses comme ça. Ou, comprendre leur réalité tout simplement. Là, ça devient très évident pour moi. Là. Puis là, ça fait 2 ans que tu coaches avec les Inuks de l'UQAC. Exact. Puis tu t'es lancé un autre défi aussi. Ouais. Pour commencer à entraîner au beach. Ouais, exactement. J'ai vécu la grande partie de ma vie à Québec, puis j'entraînais beaucoup le beach. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait, mon parcours d'entraîneur. C'était au volleyball de plage avec l'Académie Pro Beach. Puis j'ai vraiment eu la piqûre également. Donc, ça m'a donné le goût de redonner à la communauté de volley en entraînant. Par concours de circonstances, maintenant, j'habite à Chicoutimi. Puis, j'ai commencé à coacher le volleyball universitaire. Par contre, mon amour pour le volleyball de plage demeurait. Puis, là-bas, il n'y avait pas nécessairement autant un accès facile à une structure de volleyball de plage pour coacher. Donc, je me suis lancée dans le beach par moi-même. Là. C'est bon. Un gros défi entrepreneurial. Oui, vraiment, vraiment. Tantôt, je te parlais de la confiance, de vouloir se lancer des défis et tout. Puis ça, c'est comme un gros pas pour la Andrea du passé qui avait un peu moins de confiance en soi dans sa carrière professionnelle, je te dirais. Donc, je suis très contente de m'être lancée là-dedans. Là. Ouais. Puis, vous aviez déjà des terrains de sable de beach volley à Chicout? Oui. Les terrains de volleyball de plage sont présents. Je te dirais que la quantité de terrain par parc ou par endroit est beaucoup moins importante, par exemple, qu'à l'Académie Pro Beach à Québec, où est-ce que je pense qu'on est rendu à 10. Là. Il y en a 2, des fois 3, des fois 4 à Chicoutimi. Là où est-ce que moi, je vais entraîner, coacher, il y a 2 terrains. Mais encore une fois, la demande, c'est un peu plus grandissant. Ça commence tranquillement à Chicoutimi. Donc, la demande est un peu moins là. Donc, on commence à un niveau un peu plus marginal là, pour intégrer tout ça tranquillement. Là. Puis, tu le fais vraiment par amour? Je le fais pour différentes raisons. Je le fais par amour pour le volleyball de plage. Ça, c'est certain. Je le fais aussi pour l'amour de coacher, parce que j'adore coacher. Puis le volleyball de plage, ça a toujours été un petit peu plus fort dans mon cœur que le volleyball intérieur. Donc, c'est comme un petit 2 en 1. Je le fais aussi, tu sais, oui, je te parlais de la demande est moins grande à Québec, mais présentement, si on compare le Saguenay d'aujourd'hui à le Saguenay d'il y a 2, 3, 4, 5 ans, la demande est de plus en plus grandissante pour le volleyball de plage également. Donc, je sens qu'il y a une demande grandissante, mais qu'il n'y avait pas nécessairement d'offres, merci, exactement, sur la table. Donc, j'étais comme, je pense que c'est un bon moment pour répondre à une demande grandissante aussi, là. Puis, d'un autre côté, l'autre aspect aussi que je veux amener à ça, c'est le fait que je considère que j'ai quand même une expertise intéressante, là, que ce soit au volleyball de plage qu'au volleyball intérieur, puis aussi au niveau du coaching. Donc, autant personnel que professionnel. Puis je pense que ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est en place au Saguenay pour le volleyball de plage présentement. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aussi avoir vraiment un bel encadrement avec le monde que je vais être amené à entraîner au volleyball de plage. Ouais. OK. C'est comme un petit peu la marque de commerce que je veux amener, là. Ouais. Puis c'est pour qui? C'est-tu des athlètes de haut niveau ou des plus jeunes? Oui, donc, je vais nommer, c'est Club Beach Perfo. Donc, ça, c'est le nom de mon start-up, Club Beach Perfo, on s'en souvient. Puis oui, ça va être pour une population, pour commencer. Il y aura une partie jeunesse, secondaire 3, 4, 5 spécifiquement, donc plus la portion un peu plus âgée du secondaire. Puis aussi, il va y avoir une portion adulte, autant féminin que masculin. Donc adulte, pour moi, c'est 18 ans et plus, en fait, là, dès que tu arrives au cégep, par exemple. Puis ça va être ça, la population cible pour commencer. À un niveau qui n'est pas débutant. Donc, une personne qui arrive qui n'a jamais joué au volleyball, que ce soit intérieur ou de plage de sa vie, c'est pas nécessairement l'offre de service pardonne-moi, que je mets en place présentement. Ça va peut-être venir avec les années, évidemment,
Mais comme je suis la seule entraîneur de mon club présentement, on doit choisir nos combats. Donc, c'est peut-être plus pour un niveau intermédiaire avancé, je te dirais. Donc, si les personnes ont une certaine expérience en volleyball intérieur, parfait, on peut se mettre à jouer au beach. Ou si, évidemment, ils ont déjà une expérience en volleyball de plage, c'est bon, on peut rentrer dans cette structure-là. Là. Puis, votre parc, il est où? Notre parc, il est à Chicoutimi, en fait. Donc oui, au Saguenay, mais plus précisément à Chicoutimi. C'est derrière une école secondaire privée, donc le séminaire de Chicoutimi. Il y a 2 terrains de volleyball de plage juste derrière, en fait. C'est là le sweet spot. Le sweet spot. Puis là, dans le fond, il y a des cours de groupe. Il y a du coaching one-on-one. Oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi du coaching one-on-one. Puis ça, c'est possible pour du individuel. Donc, ça peut être... C'est des cours privés, en fait, qu'on appelle. Je peux avoir 1 personne, 2, 3 ou 4 personnes. Ça, c'est le maximum que je vais prendre. Rendu là, c'est comme plus du semi-privé, je te dirais. Ouais. Donc, 1 ou 2 duos. Puis ça aussi, c'est possible à tout moment. Là, il faut simplement me contacter. Puis on est capable de trouver un moment dans la journée ou dans la soirée qui convient aux personnes en question. Donc, il y a ça également. Puis il y a les cours de groupe qui sont pendant l'été, bien évidemment. Avez-vous des camps au travers de l'été aussi? Oui, bien c'est ça. En fait, on va avoir possiblement là, dans le mois de juillet un camp qu'on va offrir là, avec un entraîneur invité là, de la Guadeloupe, dans le coin de la Martinique. Là, OK, pas en Beauce. Non, pas la porte d'à côté. Là, 5 heures de décalage horaire. Donc, un entraîneur de volleyball de plage également qui viendrait faire son tour ici pendant 1 semaine de temps. Donc, on ferait sûrement une espèce de combinaison ensemble là, de coaching, de camp, de volleyball de plage pour donner un peu notre expertise commune dans un contexte un peu plus condensé d'1 semaine. Donc ça serait plus en juillet. Vers la fin juillet, là, les dates vont sortir dans les prochains temps, si ce n'est pas déjà fait. Là. Puis genre sur votre site web? Sur mon site web, exactement. Il y a plein de façons de trouver l'information là, par rapport à mon club que je viens de partir. Il y a le site web, évidemment. Donc, cbperfo.my.canva.site. Donc, un petit peu plus compliqué comme... Tranquillement, pas vite à écrire Club Beach Perfo Chicoutimi sur Google. Honnêtement, ça exactement. Sortir assez bien. Là. Sur Facebook, sur Instagram, c'est encore plus simple de me trouver. Là. On écrit Club Beach Perfo, puis la page va sortir automatiquement. Donc, ça, c'est un peu plus évident. Puis si on veut me contacter personnellement pour des questions un peu plus pointilleuses, j'ai aussi le courriel cbperfo@gmail.com. Puis là, il pourrait y avoir quelques auditeurs ou auditrices qui se disent « Ah, mais Kin est nutritionniste. Est-ce que tu offres aussi des services de kin et nutrition, là, juste pour s'assurer que... » Oui, c'est une bonne question. Présentement, au niveau de la nutrition, je suis sous un employeur, donc Équipe Nutrition. Donc, on peut retrouver mes services en passant par le site web de équipenutrition.ca, que ce soit sur place si vous habitez dans le coin du Saguenay-Chicoutimi ou à distance. Maintenant, les visioconférences, surtout pour de la nutrition, c'est du counseling. Ça se fait très bien. Pour ce qui est de la kinésiologie, j'ai pas un site officiel ou quoi que ce soit, mais c'est un petit peu plus du bouche à oreille. Donc, j'offre encore mes services. Ça se fait plus de façon marginale, par contre, là, en termes de nombre d'heures là, d'emploi. Là. Super. J'ai une dernière question pour toi, une question que je pose à tous mes invités. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Pour moi, être en santé, ça veut dire être fonctionnel le plus longtemps possible. Puis la fonctionnalité est très différente d'une personne à l'autre, là, selon ses aspirations dans sa vie puis qu'est-ce qu'elle veut être en mesure de faire au quotidien. Donc, en date d'aujourd'hui, pour moi, la fonctionnalité, elle a un niveau assez élevé. Donc, je me considère en santé parce que je suis en mesure de faire mon sport, par exemple, parce que je suis en mesure de vaquer à mes occupations du quotidien. Donc, pour moi, être en santé, c'est ça. C'est aussi l'aspect psychologique de la chose. Là. On a un petit peu parlé là, au travers des questions. Mais d'être en cohérence avec nos valeurs, avec la personne qu'on est. Parce que si on n'est pas en santé dans notre tête, ça peut se retransposer, moi, je pense, sur notre santé physique. Donc, de se sentir bien là, dans notre tête, puis d'être en cohérence avec nos valeurs. Puis aussi, comme je te dis, de physiquement parlant, être capable de faire ce qu'on veut au quotidien. Là. Super. Andrea, un grand merci.
Merci à toi, Félix. On se dit à la prochaine. Yes! Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt!